On y va. Alors, mon deuxième dada, c'est les iliaques internes. C'est un topo qui est un petit peu vieux, pas refait, je le dis à chaque fois, mais j'aimerais que ma vie soit plus longue. Non, enfin, je ferai autre chose que faire des présentations. Mais c'est un topo qui est assez didactique et vous allez comprendre les problématiques, les mêmes conflits d'intérêts. Donc, en gros, pourquoi je fais beaucoup d'iliaques internes? Parce que je m'y intéresse, mais parce que j'ai toujours été, ça fait maintenant plus de 10 ans, 13 ans que je suis installé, et je suis dans des centres où il y a beaucoup d'orthopédistes, beaucoup de prothèses de hanche, et il y a de la neurochirurgie, beaucoup de canaux lombaires étroits. Et ces deux pathologies, avec la chirurgie vasculaire, enfin, ces trois spécialités, se mélangent énormément dans tout ce qui est claudication fessière unilatérale, bilatérale. Et le record, moi, c'est un patient qui allait être à sa deuxième prothèse de hanche. Donc, première prothèse de hanche pour une claudication de hanche. Ça ne marche pas. L'orthopédiste trouve qu'elle est un petit peu décédée. Il fait une deuxième prothèse de hanche. Ça ne marche toujours pas. Et là, il se dit peut-être qu'elle est infectée. Il commence les PET scans, etc. Et il allait la reprendre. Et puis, le malade voit un cardiologue. Et le cardiologue dit « mais on ne sent pas bien les poux ». Et en fait, c'était une claudication iliaque interne. Et voilà. Donc, quand on a il faut se poser la question. Donc, en gros, moi, tout patient qui a mal dans la cuisse, dans la fesse ou dans le pli de veine, alors qu'on me dit qu'il n'y a qu'une sténose iliaque externe, j'y crois pas, il y a toujours une sténose iliaque interne. Un patient qui a mal dans la fesse avec une petite sténose iliaque commune et qui a mal dans la fesse en montée ou dans les escaliers, 9 fois sur 10, vous allez trouver une lésion iliaque interne. C'est des choses qu'on a à l'interrogatoire, en fait, quasiment. La dysérection, j'en parle pas trop, ça marche exceptionnellement de les faire, qu'ils retrouvent une érection après une dilatation iliaque interne. Mais ça peut arriver de temps en temps. Donc, quelle est la problématique technique? Voilà, ça sont des lésions qui sont très simples, comme ça, qui apparaissent très simples. Sur une lésion comme ça, ou sur une occlusion iliaque interne proximale, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va stenter en étant un petit peu profond, mais là, on va laisser une partie de la lésion qui ne va pas être couverte? C'est ce que j'ai fait ici, avec un résultat qui est vraiment moche. Et une récidive, ça, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais mettre votre stent un petit peu trop bas. On en voit très régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, si on a quelque chose à faire, c'est plutôt de laisser le stent qui flotte un peu dans l'axe iliaque. Intellectuellement, ce n'est pas très satisfaisant. Après, on peut se planter les glides si on doit y retourner. Et puis, qu'est-ce qu'on fait si on a des lésions complexes de tout l'axe iliaque et de l'iliaque interne? Deuxième chose, ces lésions-là qui sont très simples. Elles sont traitées par la plupart des chirurgiens ou des radiologues de façon complètement bourrin. C'est-à-dire qu'on arrive, ça prend 3 minutes, on couvre l'iliaque interne, on s'en fout et on se dit c'est bon, ils ne claudiquent plus. Et bien ces malades-là, ils sortent effectivement, ils n'ont plus de claudication de mollet, mais au bout de 6 mois, 1 an, ils bouchent leur iliaque interne. Qu'est-ce qu'on fait sur les occlusions iliaques comme ça? Parce que si on a une occlusion iliaque, en théorie, il faut dépasser un peu en haut, dépasser en bas. Et d'un point de vue hémodynamique, ce n'est pas terrible, d'autant que quand on écrase tout notre thrombus, on peut en faire partir dans l'iliaque interne. Donc, première problématique sur des choses qui c'est la vraie vie, c'est la vie de tous les jours. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait sur des iliaques communes? Je n'ai pas fait de croisée depuis 10 ans. Là-dessus, on recanalise. Ou ce type de lésion, il y a beaucoup de gens qui laissent, allez, on met un stent dans l'axe iliaque et puis on verra ce que ça donne. Je vais un petit peu vite pour l'ordinateur. Voilà, il y a plein de gens qui font ça, mais en fait, on laisse une iliaque interne et occluse. C'est des gens qui peuvent avoir des claudications fessières. Et puis le jour où ils récidivent, s'ils ont une sténose là, là, là ou là, de toute manière, ils vont thromboser tout l'axe. Alors que si vous avez mis un point de réentrée au milieu, le jour où il y aura une rethrombose, ce sera ici, vous aurez une réentrée dans l'autre sens, ou ce sera là, et donc ce sera beaucoup plus facile à retraiter. Je vais bientôt plus avoir de voix. Alors, quel est le traitement? Le traitement, c'est une technique de cardiologie qui est assez simple. C'est un stent en acier, iliaque commun vers l'iliaque interne. Donc, on terminalise l'iliaque commune vers l'interne et après, on réouvre les mailles vers l'externe
et on surdilate la partie proximale. Je vais vous expliquer comment on fait. Voilà ce que ça donne. C'est un seul stent qui va sur l'iliaque interne, ouvert ici et surdilaté au-dessus. Donc, la technique. Il ne faut pas se perdre. Si vous vous perdez, vous allez foirer. Donc, il n'y a pas... Intellectuellement, je n'ai pas réussi à trouver d'autre manière de le faire sans prendre de risques. Parce qu'on transforme quelque chose qui est comme ça, c'est simple, juste mettre un stent iliaque, en quelque chose d'un petit peu compliqué et où on peut faire plein de bêtises, des ruptures, des thromboses, etc. Donc, deux voies d'abord. Quand l'endovasculaire, c'est compliqué, on met des voies d'abord. Donc, deux voies d'abord, deux 6F. Un 6F court, un 6F 45. Première étape, un stent qui va iliaque commun vers l'interne. La plupart du temps, je prends du 4 ou du 5,60. Donc, je prends le dynamique de chez, qui fonctionne très bien de chez Biotronic ou éventuellement une autre marque rouge et blanche. Donc, 4 ou 5. Après, j'inflate donc de haut en bas, je positionne mon stent. Quand je déflate, je pousse mon introducteur. C'est un geste d'endoprothèse fénétrée, c'est fondamental. Si vous perdez votre guide, c'est fini. Le stent, vous pouvez le jeter à la poubelle et votre iliaque interne, vous ne la récupérez jamais. Donc, j'inflate, je gonfle mon stent. Au moment de déflater, point fixe sur le ballon, je pousse mon tronc d'introducteur pour emmener mon introducteur dans le stent. D'accord? Hyper important. Deuxième étape, je surdilate ma partie proximale. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Un stent de 4, en général, on le surdilate 7, 8, 9. Les stents de 5 ou de 6, on peut les surdilater jusqu'à 10. Enfin, je ne les ai jamais cassés, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc là, vous surdilatez, c'est très important de le faire à ce moment-là. Vous surdilatez avec votre ballon de 8, par exemple. Vous déflatez, vous poussez votre introducteur. Je répète, parce que vous pouvez faire encore la bêtise. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va ouvrir, évidemment. Ça va bien appliquer votre stent ici. Et puis, ça va commencer à ouvrir vos mailles vers l'externe. OK? Donc, je déflate, je pousse mon introducteur. Et là, à ce moment-là, je change de technologie. Alors, ça, c'est pour éviter c'est pour rester en 6F. Je change de technologie à ce moment-là. Je mets un petit guide 0,14 dans la fessière, si je peux. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Donc, j'ai surdilaté et j'ai mis un guide en attente ici. Donc maintenant, il faut que j'aille ouvrir mon iliaque externe. Vous ne le faites jamais, jamais, jamais par le bas. Vous n'avez pas le droit de le faire. Tous ceux qui ont essayé, tous ceux qui ont dit « Véron, c'est un con », c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils se sont tous plantés. On n'est pas en vision en 2 dimensions, on est en 3 dimensions. Quand on veut remonter un guide, on rentre jamais là, on rentre là. Et si vous essayez de dilater là, vous pétez tout, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon guide 0,14. Je passe en parallèle, je passe une BER 2 dans mon introducteur avec un guide 0,35. Guide 0,35 qui, lui, comme mon introducteur a été poussé dans mon stent, je suis sûr que je suis au contact, je suis sûr que je suis au bon endroit pour ouvrir mes mailles. Et là, je traverse mes mailles. Comme j'ai surdilaté mon stent, mes mailles ici, elles sont surdilatées et je peux rester en technologie 0,35. Maintenant, le rendez-vous. Maintenant que vous êtes des spécialistes du rendez-vous, un guide 0,35 droit, un introducteur de 6F. Ça prend 5 minutes quand c'est difficile et ça prend 20 secondes, quoi. Vous faites votre rendez-vous, le téléphérique, et là, vous commencez à travailler. Une fois que vous avez fait votre téléphérique 0,035, on est d'accord? Vous avez bien compris, hein? 0,035 en téléphérique et un guide 0,14 ici. Maintenant, vous allez pouvoir surdilater dilater vos mailles ici. Mais avant de faire ça, quand vous allez dilater par le bas, quand vous allez dilater vos mailles vers l'externe, dans 90% des cas, ça crée une sténose ici. T'inquiète pas, je les donnerai, vous aurez les présentations. Donc, ici, ça crée toujours une sténose. Allez, on va dire toujours de principe.
et des sténoses hyper serrées. Quand vous surdilatez ici, ça resserre ici. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de dilater par le bas, je descends mon ballon, un ballon de 0,14 en monorail, plus loin dans l'iliaque interne. Donc là, je dilate ici, j'applique bien mon stent ici, je le réapplique ici évidemment, et après, je remonte mon ballon et je dilate ici. Vous n'avez pas besoin de faire du kissing. C'est simplement pour vous écraser les mailles, ça resserre, après tout est cassé et vous réappliquez. Faire du kissing ici, on peut toujours, mais ça ne sert à rien. Vous prenez des risques de dissection et puis vous allez surdilater votre iliaque commune, c'est inutile. D'accord? Donc un coup de ballon dans l'iliaque externe pour ouvrir et un coup de ballon pour réouvrir votre iliaque interne. Les cardiologues font ça régulièrement. Voilà, alors quelques trucs et astuces. De temps en temps, par voie antérograde, on n'arrive pas à descendre dans l'occlusion iliaque interne. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est qu'en fait, on manque d'appui. C'est un manque d'appui. Pour avoir de l'appui, je monte un ballon par voie rétrograde et je comprime mon intro qui va être bloqué par le ballon. Je bouche mon iliaque externe et quand je vais forcer comme un âne pour faire descendre mon guide, il partira dans l'interne. Attention, âme sensible, s'abstenir quand même. Mais ça marche très très bien. En général, je rajoute une sonde en plus. Donc, le ballon, il ne faut pas le mettre juste là. Si vous le mettez juste là, il va toujours partir en dissection. Vous allez disséquer votre iliaque externe. Le ballon, il faut qu'il chevauche l'occlusion iliaque interne. Il chevauche l'occlusion iliaque interne et il bloque l'introducteur qui ne remontera pas quand vous allez forcer. Il ne va pas jumper. D'accord? Et là, vous allez commencer votre dissection vers le bas. Ça, c'est un premier truc. Déjà, quand vous avez ça, vous avez quasiment toutes les iliaques internes. Deuxième, de temps en temps, ça ne marche pas. Et bien, de temps en temps, je fais l'inverse. Je mets mon ballon avec le crossover, je le mets dans l'iliaque commune et ça me permet, avec un intro armé, de pousser mon intro armé et de le retourner. Et ça, alors là, c'est encore plus physique. Alors ça dissèque tout, normalement. Donc, ça marche aussi. Assez dangereux, mais ça marche. Encore une fois, on peut tout faire en endovasculaire, mais on le fait avec plusieurs voies d'abord. Si je casse tout, je mets un plug, je mets ce qu'on veut, un stent couvert. De toute manière, c'était occlu. Donc voilà, on perd 1 demi-litre de sang, ça fait un hématome, et puis on n'améliore pas le malade, c'est un échec, mais on ne le tue pas, quoi. D'accord? Donc vous n'avez pas le droit de tenter des choses un peu bizarres sans avoir plusieurs voies d'abord. Dernière chose qui est maintenant que je fais très régulièrement, c'est quid des axes iliaques complètement mités plus l'iliaque interne. Alors maintenant, je traite en premier l'axe iliaque, je mets un long stent nitinol et je passe à travers mes mailles et je fais la technique que je viens de vous décrire avec de l'acier. Voilà. Ça, c'est l'idéal parce qu'avant, je commençais par iliaque commun vers l'interne et je remettais un stent ici. Il y a des cas un petit peu plus après. Donc, un long stent sur tout l'axe iliaque et je traverse les mailles pour les ouvrir. Voilà, ça donne ça. Le long stent en nitinol et un stent acier pour ouvrir les mailles. Et là, tout est parfait. Donc, en fait, cette technique, ça résout le problème que je vous ai écrit ici. Vous n'avez plus votre stent qui nage dans votre axe iliaque. Ça, vous n'avez plus votre stent qui est trop profond. Vous ne faites plus ce vilain stent qui va vous couvrir l'iliaque interne. Vous ne faites plus cette merde. Enfin, excusez-moi de le dire, mais ça m'agace. Parce que j'en reprends, je ne sais pas, 4-5 par an, hein, des malades comme ça. Donc, vous n'avez plus ça, alors ça c'est encore pire, hein, c'est carrément affreux. Ah, ça prend 10 minutes, hein. Ah, effectivement, on est les rois du monde hein, quand on fait ça, mais c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas de la chirurgie vasculaire, ce n'est pas de la chirurgie endovasculaire. Voilà, quelques exemples. Bon, ça c'est celui de tout à l'heure, le plus simple, et ça donne un résultat qui est quand même hyper satisfaisant. Ça, c'est pas facile hein, de gérer. Alors maintenant, il y a les salles hybrides.
on a l'image en fusion, 3 dimensions, on tourne, on sait où mettre le stent. Mais c'est pas si évident que ça. Et le seul moyen d'avoir un résultat clinique qui peut perdurer, c'est de le faire dépasser. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sténose iliaque externe. Donc là, tout est parfait, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Une iliaque mitée, une iliaque interne. En plus, il y a l'aorte qui est abîmée. On a bien traité l'iliaque. Et après, j'ai fait une tour Eiffel. Donc c'est quand même hyper satisfaisant. On avance. C'est bien, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je peux les montrer, ces cas cliniques. C'est des vieux cas, hein. Mais ça, j'en ai dans l'ordinateur, dans la salle, avec la fusion, j'en ai partout. Donc ça, c'est intéressant, une sténose iliaque commune, pré-thrombose iliaque interne, une longue sténose iliaque externe. Donc maintenant, je mettrai un long stent. Ce n'est pas ce que j'ai fait sur le moment. Bon, ça, on va le passer. Voilà ce que ça donne. Un stent iliaque commun vers l'interne et le stenting iliaque externe. Ça, ce n'est pas très satisfaisant, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté. On continue. Une occlusion iliaque commune. Donc, on fait toute la technique, la recanalisation en crossover. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même plus joli, hein. Si vous mettez ici votre stent, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors là, ça commence à me plaire vraiment. Donc une occlusion de tout l'axe iliaque, le guide est passé en crossover, et puis là, on a quand même une magnifique iliaque interne. C'est quand même con de ne pas la récupérer. Donc tout le montage, et il manque une étape, bon, peu importe. Donc on continue, toujours une occlusion iliaque. Chose qui est très amusante, alors là on voit qu'il y a des collatérales, de temps en temps on n'en voit pas. Alors maintenant avec la fusion, on sait. Avec la station AW de chez GE, on clique sur une artère et tout ce qui est perméable réapparaît. Mais moi quand je vois ça, je me dis de principe qu'il doit y avoir une iliaque interne quelque part. Donc je commence la procédure et je fais la dissection en forçant. Et en fait, la plupart du temps, quand vous forcez et vous disséquez une iliaque interne, vous arrivez toujours à retrouver une branche perméable, qu'elle soit postérieure, antérieure, peu importe. Vous injectez et vous dites « Ah, là, je suis dans une vraie lumière ». Vous pouvez mettre un petit coup de ballon et en général, quand vous mettez un coup de ballon, ça ouvre plein de choses. Donc ça, on a tous la même expérience et voilà ce que ça donne, vous voyez. On passe de ça à ça en fin de procédure. OK. Alors, inutile de vous dire que le pontage orthobifémoral, j'en ai pas fait non plus depuis 10 ans. Hein. Donc, ça ne fait plus partie de l'arsenal thérapeutique. Voilà, maintenant, on arrive dans des choses intéressantes, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, vous voyez, c'est tout ce que je déteste, en fait. Donc, des stents, bon, on ne sait pas trop comment ils ont été mis. Ils couvrent les iliaques internes, enfin, très vilain. Maintenant, je ne fais plus du tout. Là, c'est des injections intermédiaires, il ne faut pas les faire parce que vous vous faites peur. Ça ne sert à rien. Vous mettez de l'héparine, 5000 unités, vous savez que vous avez du temps pour jouer, et puis maintenant vous passez vos guides. Donc on passe les guides, on force, une petite injection, là déjà on se dit que ça commence à fleurer, ça sent bon. Et voilà ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que ça c'est hyper fréquent. Et tous ceux qui font de la recanalisation iliaque ont la même expérience. On passe un guide parce qu'au départ on se dit pas, on sent pas ça sent pas la win hein, quand vous êtes là. Hein. Et bien voilà ce que vous avez après en forçant un petit peu. Et une fois que vous êtes là, vous dites bah, qu'est-ce que je fais? Ah, bah oui, mais j'ai tout disséqué et tout. Et ben non, en fait, vous en foutez de ça. Puisque vous savez dans quel chenot vous allez circuler et ce que vous allez faire. Voilà ce que ça donne à la fin. Là, c'était à l'époque, je n'avais pas la fusion. Maintenant, j'aurais fait les deux côtés. Alors, ça marche aussi dans des stents occlus depuis très longtemps. Mais là, pour le coup, il faut systématiquement mettre des ballons de contre-appui. Il faut prendre des sondes que vous coupez en biseau pour forcer et percer les artères. C'est physique, c'est un peu dangereux, mais ça marche très bien. Voilà, on continue dans les dossiers. Voilà. Donc ça c'est hyper fréquent. Il faut, là, j'ai pas mis, mais j'avais très probablement mis un ballon de contre-appui, une sonde pour forcer les mailles, et là, bah, pour l'instant, c'est toujours pas très satisfaisant. On avance et pan, j'en ai retrouvé une branche postérieure. Et là, je me dis, ça va bien se passer. Voilà ce qu'on récupère.
C'est impressionnant, hein. Alors, avant, on n'avait pas les stations de reconstruction. Mais avec la salle, avec la baguette magique chez GE, mais ça existe chez les autres, hein, très certainement, on clique et on les voit apparaître sur notre scanner. Donc, quand on sait qu'elles apparaissent, après, en 3 dimensions, on peut aller les chercher. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolé, ça, on leur transforme la vie tout de suite. Enfin, c'est évident, évident. Voilà. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je suis désolé, tu as raté la... Alors, il y aura des liens, parce que là, la présentation, je pense qu'elle n'est pas trop mal enregistrée, même si je n'ai pas de voix. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire une présentation qui soit bien jusqu'au bout. Mais en gros, le l'endovasculaire, c'est dangereux. C'est un message que je vous ai pas, j'ai pas mis sur la première, mais là, maintenant, ça revient. Quand vous avez un problème en endovasculaire, il y a 2 réflexes à avoir. 1, vous mettez de l'héparine. 2, vous mettez une autre voie d'abord. Voilà. Si vous avez encore un problème, vous mettez une 3e voie d'abord. Si vous avez un problème, vous en mettez. À chaque fois que vous avez des problèmes en endovasculaire, il faut vous dire, est-ce que je ne serais pas mieux avec un autre accès? Eh bien, c'est moi, les fois où je peine, où je reste longtemps, c'est parce que j'ai eu la flemme de ponctionner l'axillaire, où je n'ai pas mis l'huméral dans le champ. Il faut toujours avoir un plan B et un plan C. Et le plan B et le plan C, c'est jamais au même endroit, c'est une autre ponction. Donc, vous avez un problème, vous mettez une autre ponction. Regardez dans les congrès tous les dossiers de périphériques où les gens disent « ça a merdé ». Mais il n'y a pas une fois où je ne me dis pas « pourquoi il n'a pas fait une voie rétrograde ?» Vous avez un problème sur un trépied fémoral. Le trépied fémoral, c'est difficile à dilater. Alors, j'en ai pas mis… si, on va peut-être en faire un demain. Vous avez un problème sur un trépied fémoral, il faut faire une 2e voie d'abord. Vous n'y arrivez toujours pas, vous faites une 3e voie d'abord. Après, vous ne pouvez plus avoir d'incertitude. On ne nous dit pas assez ça. Vous avez, quand on dilate des fémorales communes et profondes, eh ben, il faut plusieurs voies d'abord si on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pareil sur les artères jambières, c'est pareil sur les iliaques. Quand vous avez des occlusions iliaques bilatérales, alors on n'a pas besoin d'avoir aorto-biliaque, voilà, même une iliaque de chaque côté, vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire de crossover. Donc il faut toujours que vous ayez une voie haute. Si vous n'avez pas mis le bras dans le champ, alors moi maintenant je ne fais plus que des voies axillaires percutanées, mais si vous n'avez pas mis l'huméral dans le champ, vous allez vous planter, même avec des systèmes de réentrée, et puis vous prenez des risques pour le malade, parce que quand vous allez disséquer, vous allez forcer, vous allez essayer de revenir dans votre vraie lumière et vous allez faire des bêtises. Ou alors vous faites ça aussi bien que Nicolas Louis, avec une préparation de la fusion, des lignes de centrage et des micro-cathés pour pouvoir naviguer dans la vraie lumière. Mais si vous ne faites pas ça, si vous partez du principe que vous êtes un peu bourrin comme Véron et que vous faites de la dissection, il faut que vous ayez des voies d'abord qui viennent de la vraie lumière. Vous n'avez pas le choix. Il faut de la vraie lumière en amont et en aval. Voilà. Et ça ne peut marcher qu'avec des ponctions rétrogrades. Deuxième chose, quand vous avez une hémorragie, c'est pareil. Une hémorragie, il faut une autre ponction. Vous bloquez le flux et vous ponctionnez ailleurs parce qu'il va falloir faire des échanges. Il faut toujours plusieurs accès. L'endovasculaire, c'est dangereux, ça part en couille très vite, en quelques secondes, et si vous n'avez pas d'accès, c'est mort. Donc les malades, ça c'est pour les infirmiers. Alors avant, je ponctionnais comme un sagouin, je ne préparais pas les membres, je ponctionnais à travers les bandes Velpo, enfin, j'ai tout fait. Hein. Donc maintenant, une occlusion, la jambe dans le champ, c'est sommaire, ça va très vite. Hein. Un peu de bétadine, on pose le champ, et puis je pose mon champ de coraux par-dessus, et j'évente le champ de coraux. Voilà, je ne ferai pas une prothèse. Évidemment, je ne ferai pas un pontage, je ne ferai pas une prothèse, mais on ne risque rien. Et puis du coup, comme ça, l'avantage, c'est que si j'ai besoin d'une ponction rétrograde, je sais que c'est badigeonné. Voilà. Je ne vais pas me faire engueuler. Bon, alors évidemment, les gens me connaissent, savent que je ne reculerai pas. Mais quand c'est badigeonné, vous allez le faire. C'est pareil, si on a le temps d'en parler demain sur la voie axillaire, j'essaierai de faire une présentation un jour là-dessus. La voie axillaire, c'est une super voie en percutanée qui est très facile. Et quand on la ponctionne, on garde tout notre matériel
en 80 cm ou en 75 cm. Et ça change tout, tous nos stents, nos intros longs, nos sondes, tout est mieux. Donc, dès que je fais des choses un peu complexes, une voie axillaire, et puis voilà. Alors, on peut aller jusqu'au 10 French en percutané, ou 12, peu importe. Hein, voilà. Donc, il faut avoir des voies d'abord. Comme ça, si vous faites des conneries dans les iliaques, ça saigne, vous mettez un intro de 7F, un stent couvert par le haut, c'est fini. Vous avez perdu 1 demi-litre, bon, ben voilà, c'est pas dramatique. Alors que si vous n'avez rien préparé, ben vous ne prenez pas la bonne décision au bon moment. Donc, un problème, de l'héparine et une autre voie d'abord. C'est comme ça, mon collègue Philippe Fayard qui travaille ici, quand il a commencé ces techniques, il m'appelait, il dit « je suis embêté, machin ». La première question que je lui posais, c'était pas, on a eu des séances avec Fabrice, c'était pas « où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as comme guide, c'est quoi ton problème ?» C'est « est-ce que tu as mis de l'héparine ?» Réponse 9 fois sur 10, c'était non. Donc, tu mets 5000 unités d'héparine, parce que je ne suis pas sur place, je n'arriverai pas tout de suite. Et deuxièmement, est-ce que tu as une autre voie d'abord? S'il dit non, je dis tu ne peux rien faire. Donc, essaye de commencer à ponctionner avant que j'arrive. Et puis après, on va voilà. Un problème, une ponction rétrograde. Voilà. Ça, c'est un des gros messages. Un problème, une deuxième voie d'abord. Vous verrez, regardez toutes les prochaines présentations de Pellerato, de choses comme ça, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez la solution. Et vous direz, putain, il avait raison, Véron, c'est con. J'arrive pas. On est dans les temps, on est bien. Faut que tu vois écrit on. Ouais. Merci. J'imagine que vous faites tout sous AG, toutes vos procédures? Oui, mais demain, en fait, alors il y a eu plusieurs étapes. Avant, c'était sédation plus locale. Après, la sédation, c'est un peu difficile parce que les anesthésistes doivent rester en salle. Et avec la fusion, il faut vraiment que les gens soient immobiles. Donc, je suis passé très âgé. Et puis, en fait, maintenant, c'est les anesthésistes qui ont un peu honte. Et donc, j'ai des anesthésistes maintenant qui reviennent et qui disent, si tu veux pas faire un peu de sédation. Donc, demain, on a un anesthésiste qui vient juste d'arriver et qui aime beaucoup l'Evoque. Moi, je suis un grand fan de l'Evoque et il fait de l'Evoque à l'Utiva. Et alors ça, alors soit Utiva diprivant ou Utiva tout simple et c'est extraordinaire, quoi. Enfin, en tout cas, l'Evoque, même qu'on mette n'importe quel produit, il coupe la sédation et puis il se réveille, il dit ça y est, vous m'avez opéré. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vaut mieux. Ça fait pas. Alors, ces techniques-là, elles ne se font pas sous anesthésie locale. Voilà. Moi, si quelqu'un me dit je le fais tout seul, en salle de radio, avec un peu d'hypnovel et de la morphine, j'y vais pas parce que le mec est dangereux. Parce que des ruptures, on en a, des saignements, on en a, des malades qui. Voilà. J'ai aucune contre-indication. Jamais, là, ça fait maintenant 5 ans que je suis ici, 5 ans et demi, on ne m'a jamais dit non. Voilà. Jamais j'ai contre-indiqué un malade pour une procédure périphérique. Donc, si on est en sauvetage de membres, on fait et on n'a pas de pépin. Enfin, je veux dire, même un malade très fragile, bien endormi sous Evoque. Ah oui, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si vous avez vu, je fais tous mes malades avec des couvertures chauffantes dorsales. Parce que et s'ils sont complètement à poil, ils sont à poil d'ici jusqu'en pédieux systématiquement. Donc, on n'a aucun moyen de les réchauffer. La mamie de 40 kg, si vous faites avec juste un peu de choses sur les carotides, vous la retrouvez à 34. Donc, couverture chauffante dorsale, systématique pour toutes les procédures endovasculaires. Ça coûte un peu cher, mais nous, et mes malades sortent toujours à 37. Je ne dis pas ça parce que j'ai eu le cas la semaine dernière, on a une malade qui est rentrée sur table, 85 ans, trouble trophique, 45 kg. Elle était toute tremblante, en sueur, elle avait un peu chaud et on n'a pas mis à l'installation, on n'a pas mis la couverture chauffante. On n'a pas branché. On a oublié. Le lendemain, je fais la visite, je vois la malade grelottante. Elle a été à 34 toute la nuit. 34. Et donc ils l'ont extubée, à mon avis, certainement très limite. Et sa chambre, ils l'ont mise à 30 toute la nuit dans le service, pas en USC, hein, pas en réa. C'était hyper dangereux. Donc, et elle est revenue à 37 degrés 12 heures ou 15 heures après l'intervention.
et à 37 degrés, elle était transformée. Donc c'est pas 3 ou 4 heures d'anesthésie générale à poil sur une table où il fait dans une salle où il fait 18 degrés, voilà, on les tue, hein, on les tue, on les fait saigner, ils font des infarcts, enfin, voilà. Donc ça c'est aussi hyper important, l'environnement, l'anesthésie, et puis une anesthésie générale bien faite, enfin pas et puis un malade curarisé qui se réveille 2 heures plus tard. Ça on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Un malade, un vieux malade, ça se fait bien, quoi. Ça se fait en prenant du temps, on les endort doucement, voilà. On leur parle, on leur met de la musique. Moi, régulièrement, ils demandent du Johnny Hallyday, du Mike Brandt, de l'accordéon. Encore la semaine dernière, j'ai eu le chant des baleines. Et un malade qui s'endort en entendant la mamie qui entend de la Yvette Turner, c'est Yvette Turner, au moment de s'endormir. Je vous assure qu'elle va mieux au réveil. Ça,